Au nom de l'Union départementale Paris de la CFE-CGC, je vous souhaite la bienvenue au Grand Hôtel Intercontinental. Au fil des années, ce colloque a su créer un espace de parole et d'échange autour des grands thèmes d'actualité, anticipant parfois la réflexion sur des sujets émergents. Pour ce millésime, nous voilà toutes et tous impliqués dans un contexte exceptionnel dont nous sommes à la fois acteurs et témoins. Pour nourrir l'esprit de résistance et de résilience qu'il nous faudra maintenir au cours des mois à venir, l'objectif de cette rencontre est de décrypter avec nos intervenants les principaux bouleversements qui ont touché le monde du travail, les répercussions que l'on perçoit déjà mais qui vont s'amplifier, et bien sûr, comme toujours, de donner des perspectives d'avenir pour demain. Et je laisse maintenant la parole à l'organisateur de ce colloque, Monsieur Bernard Lachaud, sous vos applaudissements. Merci, mon cher Jacques. Mesdames, Messieurs, chers amis et chers collègues, en cette période si troublée pour nous tous, je suis très heureux de vous accueillir pour notre conférence annuelle qui, cette année, sera le thème de la reprise et les difficultés économiques liées à la Covid-19. Je tiens à vous dire merci d'être parmi nous aujourd'hui, malgré les difficultés de transport et les recommandations liées à la contamination. Je ne manquerai pas de remercier pour l'organisation de ce colloque Laure, Sylvia et mon cher Jean-Claude, qui, grâce à lui, nous avons trouvé certains conférenciers de grand talent. Mes remerciements iront également à l'aide importante au bureau de notre conseil d'administration ainsi que de leur fidélité et de leur soutien. Nous remercions également nos conférenciers pour le temps qu'ils nous consacrent, bien que leur emploi du temps soit très chargé. Cette épidémie très pernicieuse nous a privés de la présence de certains de nos intervenants et nous leur souhaitons un prompt rétablissement. Je laisse la parole à notre animateur de cette conférence, notre ami le journaliste talentueux, merci Jacques, qui va vous présenter les conférenciers. Merci de votre attention. Merci Bernard. Alors je vous rejoins dans la salle pour vous présenter justement nos intervenants. Avec nous, je commence par les femmes, bien sûr. Madame Anne-Sophie Moriliaras, bonjour. Alors, après des études de droit, vous êtes devenue une spécialiste de l'assurance en travaillant pour plusieurs grandes entreprises, HSBC, le groupe de courtage NR, l'ACPR, l'organe de supervision français de la banque et de l'assurance. Et en 2014, vous rejoignez le groupe France Mutuelle, où vous avez créé plusieurs départements juridiques. Et par ailleurs, vous enseignez à Paris-Dauphine, notamment dans un MBA sur le management des risques. Voilà, on aura un regard sur la santé avec vous. Monsieur Bruno Mettling, bonjour. Alors, diplômé en droit et en études politiques, vous commencez votre carrière à la direction du budget, où vous occupez différents postes. Vous exercez ensuite des fonctions en cabinet ministériel pour différents ministères, celui du travail, des affaires sociales et de l'emploi, celui de l'équipement et du logement, et également celui de l'économie, des finances et de l'industrie. Et côté privé, vous avez occupé des postes importants dans le groupe Caisse d'épargne, puis dans le groupe Banque Populaire. Depuis 2010, vous avez intégré le groupe Orange. Notamment, vous êtes à la direction du groupe RH de la direction RH pendant la sortie de crise. Et pour garder une part d'agilité au milieu de ces grandes organisations, il y a 2 ans, vous avez fondé Topix, un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation sociale et digitale. Beau programme. Jean-Claude Delgen, bonjour. Alors, vous êtes économiste de formation, ancien chargé de mission au ministère de l'Industrie. Vous avez fondé en 1989 le cabinet Technologia, spécialisé dans la prévention des risques professionnels, avec un focus depuis quelques années sur les risques psychosociaux. On en parlera dans un moment. Vous avez conduit des missions d'envergure à France Télécom, chez Renault, à Jussieu, dans le dossier de l'amiante, au journal Le Monde ou encore à la Société Générale pour l'affaire Kerviel. Et vous avez également initié de vastes enquêtes sur le travail des journalistes, la production de l'information ou encore la qualité du débat démocratique. Et vous intervenez également à Dauphine dans le cadre du master Management, Travail et Développement Social. David Bessot, bonjour. Alors on aura la partie privée entreprise avec vous, guidé depuis votre formation par la passion de la communication et du numérique. Vous avez commencé par encadrer des équipes de consultants dans plusieurs entreprises. Et très vite, vous avez fondé avec 2 autres associés le groupe Infotep, dont vous êtes aujourd'hui directeur associé.
Cette entreprise de conseil et d'édition de logiciels travaille sur l'alignement stratégique, le management et la sécurité des systèmes d'information, ainsi que sur la transformation numérique des métiers. Ce sera un gros sujet ce soir. Et vous éditez notamment Adéquacy. Vous êtes à l'origine de cette plateforme de conformité au RGPD, une solution qui est aujourd'hui numéro 1 en Europe, il faut le dire, c'est quand même une belle réussite. Nous allons commencer tout de suite avec vous, Jean-Claude. Chez Technologia, vous avez une vision très panoramique et très précise de l'ambiance dans les entreprises. Aujourd'hui, quels sont les indicateurs, ce que vous relevez et comment ça se passe aujourd'hui dans les différentes entreprises que vous avez pu visiter les derniers mois? Ce que l'on peut dire d'entrée de jeu, c'est que la Covid a modifié nos relations avec les autres, a modifié les relations avec le monde du travail et y compris a modifié notre rapport à nous-mêmes. On est dans une situation extrêmement compliquée avec des situations très hétérogènes, des situations qui vont de la fermeture de sites. Là actuellement par exemple, nous travaillons sur une fermeture de site qui vient d'avoir lieu chez un sous-traitant à Beson, sur un sous-traitant dans le domaine aéronautique qui fait de la peinture, 250 emplois qui sont supprimés. Nous travaillons bien sûr beaucoup sur tout ce qui est accord de performance, avec, y compris, je parle là aux délégués du personnel, une vigilance je dirais à garder, puisque le dernier accord de performance que j'ai eu à traiter, par exemple, était un accord de performance où les salariés perdaient un mois de salaire. L'accord de performance n'était pas borné dans le temps. Il n'y avait aucun effort de la part des actionnaires, aucun effort de la part des dirigeants en matière d'équilibre. On fait quand même mieux. Voilà. Donc, autre sujet, bien sûr, le télétravail. Je reviendrai tout à l'heure sur cette nouvelle forme avec l'effet d'apprentissage massif qui a eu lieu dernièrement et le fait qu'on se cherche beaucoup dans la période actuelle. Ce que je dirais pour terminer cette introduction et laisser la parole, c'est qu'on a rarement connu une telle situation de stress au sein des entreprises. Une étude récente canadienne a montré que globalement 70% des actifs, des salariés, étaient sujets à un stress très important, très élevé en raison de la situation. Et ce qui m'étonne, et je donnerai cette première indication, c'est que dans cette période, on nous parle beaucoup bien sûr de contamination, de décès, de réanimation, mais rien n'est vraiment dit, rien n'est vraiment fait pour atténuer, pour gérer ce trouble qui touche un grand nombre de citoyens. Alors, rien ne nous est dit sur, par exemple, le nombre de suicides qui repart à la hausse. Nous avons constaté, nous, à notre niveau, à modeste niveau, Technologia étant malgré tout, je dirais, connu, on est quand même malgré tout souvent appelé pour des crises suicidaires, mais je peux vous dire que depuis le mois d'avril, je n'ai jamais connu une telle affluence de demandes. Vous voyez, donc on est dans une situation, j'y reviendrai tout à l'heure, mais qui est assez difficile, mais il y a un manque d'accompagnement au niveau de l'État. Alors il y a des dispositifs très heureux qui ont été mis en place, on en parlera, mais globalement il y a quelque chose qui manque, c'est effectivement cet aspect de gestion de la crise sur le plan psychosocial et qui frappe un grand nombre de citoyens. Alors peut-être parfois à des niveaux différents, mais qu'il faut garder en mémoire pour pouvoir peut-être mettre en place des dispositifs de soutien. Très bien, on va revenir sur ce sujet. Bruno Mettling, donc, on va voir avec vous un facteur clé de la reprise, la nouvelle donne du management. Un peu, nous allons nous intéresser à la partie RH. Donc, ce management et les cadres, cet épisode sanitaire demande une vraie réflexion de fond sur l'organisation des équipes. Comment vous avez, vous, perçu ce réajustement nécessaire? Je voudrais d'abord rebondir sur ce qu'a dit Jean-Claude, parce que voilà, notre réunion, et bravo de l'avoir organisée, c'était un sacré challenge, se situe à un moment très particulier. Et moi, qui ai quelques années d'expérience en accompagnement des directions d'entreprise, dans des transformations, dans des rapprochements, je n'ai jamais connu une situation dans laquelle, en gros, à 18 mois ou 2 ans, on ne savait pas se projeter avec la visibilité nécessaire. Ce qui caractérise cette crise, quand on me demande, la première chose, c'est ça. Qu'on soit représentant des salariés,
qu'on soit responsable de l'entreprise, qu'on soit DRH, qu'on soit un observateur, on ne sait pas se projeter valablement à 2 ans. Et ça, c'est pas un secteur. On a connu des situations dans lesquelles un secteur était en crise, dans lesquelles la banque a été en crise il n'y a pas si longtemps, etc. Mais là, c'est l'ensemble d'une économie, l'ensemble des pays au niveau mondial. Et ça, pour le coup, Jean-Claude, tu parlais du stress, mais ça, pour le coup, c'est extrêmement difficile de se projeter. Quelles que soient nos responsabilités respectives, et encore une fois, moi, j'ai souhaité être là ce soir, vraiment, parce que je trouve que s'il y en a dont on ne parle pas assez, c'est bien ceux qui représentent les salariés dans une situation aussi difficile, parce qu'il faut prendre tous les jours des risques. Par exemple, le risque d'un protocole de sortie, d'un protocole sanitaire, alors même que personne, y compris au plus haut niveau de l'État, n'est capable de vous donner la situation exacte dans laquelle on est. Donc on voit bien qu'on est dans un moment, comme souvent dans les crises, où les responsabilités sont très lourdes et il faut se projeter collectivement. Donc c'est pour ça que c'est important d'en parler ce soir. On va parler évidemment du management, on va parler de la transformation du travail que cette crise accélère. Mais je voulais d'abord démarrer encore une fois par situation de crise. Et puis mon deuxième message, un peu en amont, c'est de dire ce que j'ai souvent observé, que ce soit dans la crise de France Télécom, quand Stéphane Richard m'a appelé à ses côtés pour gérer la sortie de crise avec les partenaires sociaux de l'entreprise, ou que ce soit dans les rapprochements entre les caisses d'épargne et les banques populaires, que ce soit la transformation du statut, toutes ces transformations que j'ai vécues, que j'ai eu la chance de vivre dans ma vie professionnelle, j'ai toujours eu le sentiment que les crises, ce sont des accélérateurs et des révélateurs de situations qui préexistaient. Quand la situation est satisfaisante, quand la confiance était là, quand le dialogue social était de qualité, on n'affronte pas du tout la crise dans les mêmes conditions que quand on était évidemment dans l'absence de confiance dans la crise. Et donc, cette accélération des situations, des déséquilibres qui préexistaient dans la crise, elle explique ce que Jean-Claude nous a décrit aujourd'hui. Et donc, l'enjeu qui est le nôtre, je dis le nôtre parce que franchement, qu'on soit en charge des ressources humaines, dirigeant d'entreprise, conseil d'entreprise ou représentant des salariés, c'est comment reconstruire, dans un contexte aussi difficile, les éléments de confiance, les éléments de visibilité, les éléments d'équilibre dont les salariés ont besoin. Voilà, c'est ça dont je voulais parler ce soir. Très bien, donc on va y revenir. Sujet bien sûr très, très large et très vaste. David Bessot, avec vous, on peut rapidement entrer dans le monde de la sécurité des données, le management de la donnée, la gestion de la donnée, dans cet univers numérique qui se développe depuis une bonne vingtaine d'années maintenant. On s'aperçoit que, voilà, à force de parler du big data, là aussi, sur ce point-là, il y a eu une accélération, il y a eu un changement total de schéma. La donnée, aujourd'hui, il y a des flux nouveaux qui s'installent entre les collaborateurs qui travaillent à distance. Donc, toute cette partie-là, c'est une nouvelle donne sur laquelle vous travaillez. Oui, c'est un sujet compliqué. Quand on a conçu l'informatique, on avait des gros ordinateurs dans des salles très bien sécurisées et gérés par des gens qui étaient très compétents. Donc c'était bien. Aujourd'hui, on a une informatique qui est complètement déconcentrée, gérée par des gens qui sont incompétents. Parce que ni vous ni moi sommes informaticiens. Pourtant, on utilise des outils numériques qui sont des usines à produire de la donnée. Et lorsqu'on entre en situation de télétravail, on permet à chaque salarié, chaque collaborateur d'avoir sa propre usine à produire de la donnée. Alors quand on utilisait l'informatique dans l'entreprise, on pouvait globalement la sécuriser. Maintenant que l'informatique est chez soi et que les outils informatiques de l'entreprise sont à la maison, eh bien on crée des failles de sécurité qui sont extrêmement nombreuses. Il y a encore 10 ans, on avait un ordinateur. Aujourd'hui, vous avez entre 5 et 10 objets connectés par personne en France. Et à l'échelle du monde, on parle de plusieurs milliards, évidemment, d'objets connectés. Et ça va en accélérant. Donc d'une ère d'une informatique centralisée, on est passé à une ère de l'informatique qui est déconcentrée, la micro-informatique. Et là, on rentre dans l'informatique ubiquitaire. C'est-à-dire qu'à un instant T, vous serez à plusieurs endroits. Vous serez connecté sur votre téléphone, sur votre PC, sur votre machine, sur votre frigo, enfin tout ce qu'on peut imaginer, sur votre voiture, évidemment. Et donc cette espèce d'informatique ubiquitaire crée des failles de sécurité et depuis mars 2020, on voit exploser le nombre de failles de sécurité, de problèmes qui sont rencontrés au sein des entreprises. On voit que les utilisateurs sont dépassés, les hackers, les pirates, les escrocs utilisent des moyens de plus en plus sophistiqués pour toucher les bonnes personnes dans l'entreprise et aller espionner ou attraper de l'information sensible. Et là, quand je parle d'information sensible, j'ai parlé de données. La donnée, c'est une information dans la mesure où elle est interprétée. Et l'information, elle peut être personnelle, elle peut être économique, elle peut être financière, elle peut être stratégique. Et c'est autant de pans de l'entreprise qu'il faut protéger. Je terminerai mon intervention en introduction pour dire que le vrai problème
de la cybersécurité aujourd'hui dans le monde, et particulièrement dans les entreprises et les administrations qui nous concernent aujourd'hui, c'est pas l'informatique, c'est l'être humain, et qu'aujourd'hui, on n'a pas suffisamment éveillé notre conscience sur le numérique. Nous n'avons pas conscience des risques. Nous devons, et vous devez, aujourd'hui dans cette salle, prendre conscience des enjeux de sécurité et expliquer, raconter, illustrer pourquoi est-ce que le sujet de la donnée est un sujet sensible et pourquoi est-ce que utiliser son ordinateur personnel chez soi sur un Wi-Fi non sécurisé, ce qu'on a tous fait, et moi le premier, crée potentiellement une vraie faille de sécurité. Anne-Sophie Moril-Hieras, au sein des mutuelles, vous avez des indicateurs précis sur la santé des entreprises. Quelles sont les tendances que vous avez relevées au cours des derniers mois et pendant cette période un peu très atypique où tout le monde travaillait de chez soi? Alors bonsoir à tous. Les effets du Covid s'observent au niveau de la complémentaire santé en 2 temps, en réalité. Le premier temps, ça a été le temps du confinement, au cours duquel nous avons observé une chute vertigineuse de la consommation médicale. Alors, je ne parle pas des médecins généralistes qui sont à part, mais sur certains secteurs spécialisés comme les ophtalmos, moins 80% de fréquentation, les dentistes, moins 80%. Donc, ça a été vraiment une chute vertigineuse. Donc, nous, derrière, comme nous sommes une complémentaire santé, nous venons en complément des prestations de la sécurité sociale. Donc, nous avons vu effectivement une chute du versement de nos prestations. Alors, au niveau de notre résultat d'exploitation, on a été très contents. On n'a jamais eu un résultat d'exploitation comme cela. Les pouvoirs publics l'ont effectivement observé, ils l'ont même mesuré. Ils ont vu que effectivement l'ensemble des acteurs de la complémentaire santé en France ont pu économiser 2,2 milliards d'euros. Donc le premier effet de la crise Covid, eh bien, c'est que nous avons une taxe Covid. Je crois d'ailleurs qu'on est les seuls de notre secteur à avoir cette taxe. Cette taxe, nous allons la verser sur 2 ans, sur l'ensemble de nos cotisations perçues en 2020 et l'ensemble de nos cotisations perçues en 2021. Alors, à l'échelle d'une entreprise, c'est quand même important. Nous sommes une mutuelle de taille moyenne. On est à peu près en 20e position parmi les acteurs de la complémentaire santé. Eh bien, nous, au niveau de notre mutuelle, cette taxe, pour vous donner un ordre d'idée, elle s'élève à 2,9 millions d'euros. Ça, c'est le premier effet que l'on peut vraiment précisément mesurer. Le deuxième effet, que là, on peut beaucoup moins mesurer, c'est les cessations d'activité des entreprises. Alors, le premier élément, c'est la portabilité. La portabilité, c'est ce dont vous bénéficiez dans une entreprise quand vous êtes mis au chômage. Quand vous partez, quand votre employeur vous met au chômage, il continue à vous financer une complémentaire santé. Alors, cette complémentaire santé, comment est-elle financée? Elle est financée sur la communauté des travailleurs qui restent en entreprise et qui vont financer la complémentaire santé de ceux qui partent au chômage. Alors, lorsque les actuaires calculent la cotisation, ils font des estimations sur un taux de chômage et ils calculent cette portabilité de cette façon-là. Alors là, inutile de vous dire qu'avec le confinement, les calculs des actuaires, ils étaient complètement faux. Déjà, ça c'est le premier élément sur le financement de la portabilité. Le deuxième élément qui est en train d'arriver, c'est qu'effectivement, on a des personnes, on a de plus en plus de collaborateurs au chômage, mais que les entreprises derrière sont en liquidation judiciaire. Or, la portabilité, elle dure tout au plus 1 an. Si l'entreprise derrière n'est pas capable de la financer, eh bien c'est l'entreprise d'assurance qui va prendre le relais. D'accord, donc il y aura ce phénomène qui va arriver peut-être l'an prochain ou qu'on commence déjà à voir. On commence à l'observer. On commence à l'observer, comme l'a dit tout à l'heure Jean-Claude. Tout à fait, on commence à l'observer, mais on ne peut pas le mesurer. Il va arriver en 2021. Ça va entamer nos fonds propres. Or, nous sommes une activité régulée. Nos fonds propres sont calculés tous les ans. Ils sont contrôlés. Ils sont contrôlés pour une raison toute simple. On a un très mauvais souvenir, c'est la crise de 2008. La crise de 2008, elle est liée justement à la chute des fonds propres. Et justement, il faut éviter qu'il y ait des faillites comme ça en cascade des organismes financiers.
qui entraînerait effectivement une chute des fonds propres et une crise financière. Il faut absolument éviter qu'une crise financière vienne s'ajouter à la crise économique. Bruno, peut-être on peut revenir avec vous sur comment on repense le présentiel aujourd'hui pour essayer justement de nous projeter un peu demain. Pas uniquement sur le côté tiens, ce qu'on perd, mais ce qu'on garde et ce qu'on va transformer finalement. Comment on revisite le présentiel aujourd'hui? Oui, parce qu'effectivement, j'avais conduit il y a 3 ans un rapport à la demande du ministre du Travail, et pour la première fois en France, du MEDEF à la CGT, en passant par la CGC, FO et la CFDT, j'avais eu l'honneur de conduire une réflexion sur l'impact du numérique sur le travail. C'était il y a 4 ans, et on confrontait le point de vue des représentants des salariés et des entreprises avec ceux des experts du numérique. Ce travail n'avait jamais été conduit en France. Et alors qu'on était en plein dans les lois El Khomri, on va dire que le contexte social était difficile, on avait conclu ce rapport de manière consensuelle, autour d'une règle du jeu que je crois profondément exacte, y compris dans des temps aussi complexes que ceux d'aujourd'hui. Cette règle du jeu, c'était de dire le numérique n'arrive pas sur des entreprises dans lesquelles la situation, le collectif de travail serait, j'allais dire, au top. Elles arrivent sur des entreprises, un certain modèle industriel qui sont silotés, hiérarchisés, verticalisés, dans lesquels les logiques de court terme, les logiques de reporting et de contrôle ont pris la place de plus en plus sur les logiques d'autonomie et de confiance. Et donc, les partenaires sociaux, et encore une fois, du MEDEF à la CGT, si je puis dire, on avait conclu consensuellement sur cette idée. Le numérique, c'est une source d'opportunité qu'il serait absurde de contester, qui peut permettre de recréer, y compris du collectif, y compris de la dynamique. Mais à l'inverse, c'est porteur de risques tout à fait considérables qu'il faut pointer avec la même exigence, la même précision. Et je commence par ça parce que c'était il y a 4 ans, on l'a écrit dans ce rapport, et aujourd'hui, c'est ce qu'on vit. L'on voit bien qu'il y a une formidable aspiration des salariés, on va le dire, ce n'était pas forcément le positionnement spontané des partenaires sociaux à travers ce développement du télétravail. Mais on voit bien aussi que l'affaiblissement du collectif, que l'isolement des télétravailleurs, ce sont des choses qui commencent à se produire, sur lesquelles il nous faut réfléchir et embarquer, y compris dans nos négociations. Donc le deuxième message, encore une fois, c'est de dire, évitons de projeter les dysfonctionnements de l'entreprise traditionnelle dans cette évolution du travail. Ça, c'est le premier élément. Et comment est-ce qu'on peut, encore une fois, saisir des opportunités, mais aussi pointer les risques associés. Et le deuxième message auquel je crois beaucoup, c'est qu'il faut surtout éviter d'isoler un complément. Il n'y a rien qui mérite autant, on va se le dire, on est entre nous, là, même si on est filmé, que de voir des très grandes entreprises proclamer au lendemain du confinement que ça y est, c'était le tout télétravail qui était la solution. Mais mon Dieu, quelle erreur! Comment est-ce qu'on peut prétendre, voilà. On a vu des entreprises du côté des GAFA, là, proclamer la fin du travail présentiel. Et puis comme par hasard, elles sont en train d'acheter des dizaines de milliers de mètres carrés en plein centre de New York. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je crois fondamentalement que l'enjeu, ce n'est pas le télétravail par opposition au travail présentiel. C'est est-on capable de construire une nouvelle organisation du travail qui intégrera des moments de présentiel et des moments de télétravail? Est-on capable d'accompagner les managers? Et là, pour le coup, à travers vous, évidemment, c'est à eux qu'on parle, parce ils étaient en grande souffrance avant, mais croyez-moi, suivre sur tableur Excel les positions de ceux qui télétravaillent, de ceux qui sont présents, etc., ça devient un cauchemar. Ça ne s'est pas amélioré. Est-on capable d'accompagner le management dans cette nouvelle façon de travailler, de retrouver des espaces, des enjeux, je disais, la confiance, l'autonomie des collaborateurs, ou est-ce qu'on accentue au contraire les défauts de l'entreprise en accentuant les reportings, les suivis au motif qu'on est en télétravail? Ça, c'est des questions très concrètes. Donc c'est vrai que là-dessus, j'ai des convictions assez fortes, et on voit bien aujourd'hui 2 typologies d'entreprises. Celles qui foncent dans un accord social un petit peu bâclé, passez-moi l'expression, qui consiste simplement à dire le nombre de jours de télétravail par rapport au nombre de jours. Puis il y a celles qui prennent du recul dans le dialogue social, qui réfléchissent à ces nouvelles organisations de travail, qui intègrent la dimension d'activité et de métier. Toutes les activités, tous les métiers ne se prêtent pas, c'est une évidence, à la même quantité, au même quantum de télétravail. Il y a celles qui effectivement répondent à la demande, en particulier des organisations syndicales représentatives de l'encadrement, de dire comment j'accompagne les managers dans cette mutation-là. Comment est-ce que vous nous dotez des outils pertinents? Comment est-ce que vous nous redonnez de la vraie marge de manœuvre là-haut par rapport à la mission que vous nous donnez de transformer, de faire évoluer les choses? Voilà, c'est ça le cœur du message. On pourra y revenir dans les questions, je ne vais pas être trop long, mais c'est ça qui est clé aujourd'hui. Soit on transforme le travail et on joue cette carte de l'évolution de l'organisation du travail, et on embarque le manager, mais aussi les espaces de travail. Dernier élément que je voulais vous donner, le présentiel, est-ce qu'on garde des open space? Est-ce que quand je reviens au travail, après mes 2 jours de télétravail, que je suis censé développer les logiques collaboratives, les logiques d'équipe, c'est sur le même open space, ou est-ce que je repense les espaces de travail en présentiel pour en faire des lieux qui sont effectivement tournés vers l'accueil de l'équipe, vers le collaboratif, vers l'utilisation des outils? Voilà, je m'arrête là parce que c'est tous ces chantiers qu'en ce moment, dans un certain nombre de cas, on voit émerger. Et c'est vrai que ça, c'est une vraie satisfaction que de construire ça,
Puis il y en a d'autres, comme d'habitude, la dictature de l'urgence, du court terme, où on reconstruit des accords télétravail un petit peu bâclés et on reproduit les défauts de notre organisation du travail d'aujourd'hui dans ces nouveaux univers qui se construisent. Sur votre intervention, moi je vais être un peu plus carré. Quand vous dites le télétravail, les grosses entreprises, mais vous savez très bien qu'en France, je ne vous apprends rien, que dès l'instant qu'on commence à mettre des textes, des lois, nous les Français, on cherche comment les contourner. Parce qu'on est tellement bombardé d'impôts qu'il faut tout de suite essayer le système D. Donc, en ce qui concerne votre exposé, le premier responsable pour moi, c'est les gouvernements. Dès l'instant qu'on ouvre le télétravail et la vanne de milliards sans contrôle, c'est automatiquement ouvrir le Pandore. Et vous avez raison, les grosses entreprises en profitent en priorité parce qu'elles ont toutes les structures pour en profiter. Les PME, les PMI, elles s'écroulent parce qu'elles n'ont pas un système de DRH et une grosse batterie. Et aussi la responsabilité des syndicats. Qu'ils soient patronales ou salariés, il faudrait se mettre autour du table et oublier sa conviction politique et travailler dans le business. On est dans une situation où depuis 2005 en France, les conditions de travail se sont profondément dégradées. Il y a une étude, je vous renvoie à celle-ci, qui a été menée par le Centre d'études d'emploi européen, qui a repris donc toutes les données de 2005 au niveau européen jusqu'à 2015 et qui a démontré que la France était le pays qui avait connu le plus de dégradation des conditions de travail. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais c'est important de le saisir. Et dans ce moment-là, effectivement, la crise qui survient, comme l'a expliqué Bruno, accentue les inégalités, accentue les problèmes qui étaient préexistants en fait. Et donc, il faut saisir aujourd'hui que nous sommes dans une logique où le travail, ce que j'appelle le travail sain, S-A-I-N, qu'est-ce que c'est que le travail sain? Le travail sain, c'est celui qui, bien sûr, nous permet de gagner notre vie, d'être avec les autres, de nous construire. C'est celui qui répond à des exigences à peu près proportionnées et non pas disproportionnées. C'est celui qui nous donne une certaine latitude, une certaine autonomie pour agir. C'est celui qui se fait avec un soutien, avec une certaine reconnaissance, avec y compris une perspective d'avenir, un ascenseur social. Eh bien, ce travail sain, en France, est vraiment menacé. Il faut dire les choses comme elles sont. On a une situation vraiment difficile avec la période de Covid, ne serait-ce que pour les jeunes générations. On a très peu de recrutement des jeunes. Les jeunes sont laissés à la porte de l'entreprise. On a actuellement la moitié des offres d'emploi de l'an dernier par rapport à ce qu'on avait l'an dernier, c'est-à-dire qu'on a perdu 50% à peu près des offres d'emploi. On a une situation, alors on n'en parle pas, mais par exemple au niveau associatif qui est terrible. Vous prenez toutes les associations qui produisent de la musique, qui produisent de la culture, qui sont en relais des festivals, par exemple. Des festivals, etc. Moi, je suis en contact avec la Fédération nationale des associations. Bon, c'est un drame qui est quand même considérable. Et ça, on n'en parle pas, parce que quand une association disparaît, il y a 2-3 emplois supprimés, c'est même pas un dépôt de bilan. Vous voyez, donc, on parlait tout à l'heure de dépôt de bilan, c'est à peu près 50 à 60 000 dépôts de bilan en plus de ce que nous avons habituellement. Donc, on a une situation difficile. Et pour repartir, il est vraiment essentiel que les représentants du personnel se mobilisent. On est dans une situation où moi je prévois en 2021 une crise sociale, une crise des banlieues, une situation très compliquée. Et quand vous avez des situations comme celle-là, qu'est-ce qui se passe? On risque d'avoir un État, disons, fort qui intervient. Enfin, il faut dire les choses comme elles sont. Le télétravail ne permet pas d'avoir une intelligence collective suffisante. Quand vous êtes en présentiel, vous avez la capacité, je n'ai pas le temps de le démontrer, mais si vous voulez, je répondrai à des questions là-dessus, sur l'intelligence collective en présentiel et à distance. Mais l'intelligence collective à distance n'est absolument pas de même nature que l'intelligence collective en présentiel. Et enfin, dernière chose essentielle, le télétravail ne permet pas ce qu'on appelle la sérendipité, c'est-à-dire le fait de permettre la créativité, la création due au hasard. Bon nombre d'innovations, une grande majorité d'ailleurs, scientifiques, technologiques, sont dues
à du hasard. C'est-à-dire que vous êtes, à un moment donné, par exemple Fleming, quand Fleming découvre la pénicilline, c'est le hasard. Il laisse des lamelles pourrir un week-end et il revient et il trouve que, je dirais, des champignons se sont développés. Et donc, la sérendipité, c'est essentiel. Mais quand vous programmez le télétravail, vous évacuez cette possibilité du hasard heureux et vous appauvrez tout le processus de création collective du hasard. Donc, tous ces éléments-là doivent conduire, et je terminerai là-dessus, sur le fait de borner le télétravail à 2 jours maximum par semaine. Après 2 jours, on a fait une étude juste avant le rapport de Bruno sur le vie privée, vie professionnelle, qui a donné lieu au droit à la déconnexion, qui a montré qu'après 2 jours de télétravail, les salariés étaient en risque et quittaient l'entreprise au bout de 2 ans. Voyez, donc attention, je dirais, à la fausse bonne idée d'un télétravail. Il faut penser une nouvelle hybridation, ça c'est tout à fait vrai, du travail et de la vie privée du travail. Mais il faut effectivement faire attention à préserver l'intelligence collective. Quelque part, à préserver aussi l'intelligence collective de la société. David, un mot sur justement peut-être la maturité numérique des entreprises. On vient de voir là que le télétravail, bien sûr, amène l'usage et l'utilisation de nouveaux outils. On l'a vu avec Zoom, on l'a vu avec plein de nouvelles applications. Est-ce que de votre côté, vous avez perçu une montée en maturité des organismes, des salariés même, des collaborateurs? Comment ça s'est passé, cette appropriation des nouveaux outils? Je peux peut-être commencer par une anecdote qui est assez croustillante. Enfin, en tout cas, moi, elle m'a paru tout à fait croustillante. Je crois que fin décembre, j'interviens auprès d'une collectivité territoriale en Île-de-France sur la question du télétravail. Et j'explique ce qu'on fait dans mon entreprise et je raconte les pratiques de travail à distance. Et je rejoins tout à fait les propos de chacun sur cette idée qu'il faut faire du télétravail un peu différemment, pas chercher à reproduire, trouver des espaces différents. Enfin, ça me touche tout à fait. Et donc, je raconte ça. Alors là, le directeur général adjoint me dit « Monsieur Bessot, c'est très bien ce que vous me racontez, mais pas chez nous. Nous, on va accompagner le changement, on va y aller progressivement, on va concevoir un dialogue social, etc. » 2 mois après, tout le monde est en télétravail, sans accompagnement, sans aide, etc. Et là, on va voir apparaître des situations qui sont des situations de souffrance. Donc, par la force des choses, on se met au télétravail et on n'a pas le choix. Les outils informatiques que l'on possède aujourd'hui pour faire le télétravail sont très pauvres. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà passé 3-4 heures sur des outils de visioconférence. Je ne réussis pas à me réjouir de la qualité et de la connexion et de l'ergonomie et de l'interface. J'ai essayé d'animer des formations, j'ai fait des réunions avec mes équipes, j'ai essayé d'être créatif. C'est très très dur. Et ce n'est pas fait pour. Et je crois qu'il y a tout un champ, j'ai parlé beaucoup de données, mais il y a un champ sur les logiciels, où on doit se poser la question du processus que l'on va dématérialiser et mettre en travail à distance, parce que le télétravail ne se fait pas forcément à la maison, elle peut être aussi dans des espaces déconcentrés proches du domicile, ce n'est pas nécessairement chez soi, pour plein de bonnes raisons d'ailleurs, on peut imaginer que ce soit bien que ce ne soit pas forcément chez soi. Et on doit se poser la question de l'évolution de ces outils et de la façon dont les processus vont changer. Pour répondre directement à votre question, on n'a pas gagné en maturité, on a trouvé des situations d'urgence et globalement, on s'y est tous adaptés par la force des choses. Moi, je suis inquiet. Je suis inquiet pour les salariés, je suis inquiet pour leur santé psychique et leur dynamique de travail. Je suis inquiet pour la sécurité des systèmes d'information parce que je constate tous les jours qu'il est beaucoup plus facile d'utiliser un outil proposé par un Californien qu'un outil développé par une société française qui est peut-être moins connue, moins ergonomique, mais qui protège vos données. Je constate ça. Il y a des efforts de fait quand même. Petit à petit, on essaie de grignoter un petit peu la souveraineté. C'est la ruée vers l'or. On est en pleine ruée vers l'or. On vient de poser les règles sur la gestion de la sécurité et de la protection des données. Ces règles, alors elles existaient depuis très longtemps, mais on les a mises à jour. Aujourd'hui, on est au Far West. Et si nous, cadres dirigeants, acteurs de l'entreprise, acteurs du dialogue social, on ne protège pas, on n'explique pas aux gens l'intérêt de faire attention à leurs données, alors on fait courir un risque et à l'entreprise et aux salariés. Je me permets d'insister très lourdement sur le sujet. On a
besoin de ne pas prendre en compte que l'ergonomie et le coût dans le choix des outils. On a beaucoup de questions aujourd'hui, et je terminerai là-dessus, et je vous laisse la parole. On a beaucoup de questions sur les choix des plateformes à utiliser en entreprise, Zoom, Teams, enfin tous ces outils que vous utilisez. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les utiliser, moi-même je les utilise, de toute façon on n'a pas vraiment le choix. Par contre, posons-nous la question, est-ce qu'on a suffisamment formé les gens à utiliser ces plateformes? Est-ce qu'on leur a expliqué les enjeux en termes de données personnelles? Est-ce qu'on, sans rentrer dans la psychose, est-ce qu'on s'est posé la question des failles de sécurité? Est-ce qu'on s'est posé la question des réseaux et des infrastructures? Il y a un vrai travail de pédagogie à faire là-dessus. Ça résonne forcément, Anne-Sophie, pour vous, sur le plan de la santé. Là, il y a quelques jours, on a décidé qu'il ne fallait pas donner toutes les données de santé à Microsoft. Donc c'est en plein dans le débat aujourd'hui. Oui, mais je vais compléter votre propos en vous disant une chose, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une véritable concurrence législative. En Europe, on nous impose un règlement européen qui s'appelle le RGPD, qui est extrêmement contraignant, qui a conduit les entreprises, l'ensemble des entreprises à revoir leurs procédures en matière de protection des données, à faire évoluer leur système d'information, à former leurs collaborateurs, souvent sans succès d'ailleurs. Et à côté de cela, aux États-Unis, RGPD, ils ne connaissent pas. Ils y viennent, hein. David, je pense que vous pouvez, parce que vous avez un spécialiste à votre droite, vous avez le spécialiste du RGPD. En 2018, lorsque c'est sorti, il n'y avait rien. Ah bah évidemment, c'est l'Europe qui a... Il y a une vraie distorsion de régime, effectivement, à ce niveau-là. Oui, mais c'est un sujet compliqué. Je prends effectivement, vous pointez un sujet qui est important. Et quand on est dans une organisation syndicale et qu'on gère des fichiers de données personnelles, on est très concerné par qu'est-ce que j'ai le droit de faire, pas de faire. Je ne suis pas en train de dire que c'est simple. Par contre, je dis qu'on est 600 millions d'Européens en bonne santé, avec un fort pouvoir d'achat, qu'on n'a peut-être pas la capacité d'innovation qu'a eu l'État américain avec la Silicon Valley dans les années 90 jusqu'à 2010, avec toutes ces créations d'entreprises extraordinaires, parce que c'est quand même extraordinaire ce qui est fait là-bas, d'un point de vue technologique, j'entends. En revanche, nous, on a des valeurs et des idées. Et de poser des règles pour dire à ceux qui développent des projets innovants, des Google et autres, si vous venez vendre aux citoyens européens, alors vous devrez respecter un cahier des charges qui consiste à lui donner des droits numériques, des droits sur son patrimoine numérique. Je pense que ça a du sens. Mais c'est vrai que c'est très contraignant. Et pour être en situation d'accompagner les entreprises sur l'outillage de ces dispositifs, je dois reconnaître que c'est un long travail, mais c'est un travail qui a commencé en 1974 et qui va encore durer très longtemps, parce que la France a créé quelque part les prémices du RGPD avec la CNIL, dans les années 80, au début des années 80. On a cette aspiration à protéger la citoyenneté, à permettre de réduire les inégalités et à ne pas les accroître avec, je dirais, des gestions de données qui sont contraires aux droits de l'homme. Donc, les États-Unis, de ce point de vue-là, sont très en retard, mais si on a une Europe forte, on pourra imposer une vision plus progressiste de l'utilisation de ces outils qui peuvent servir le progrès social, à la condition, je dirais, d'être administrés en conformité avec cette exigence éthique, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres pays comme la Chine, où aujourd'hui on a une situation dramatique, comme vous le savez, où les gens sont filmés, photographiés, et ils ont un compte social, et si vous ne traversez pas dans les clous, on vous retire des points, et à un moment donné, on peut vous retirer, y compris votre téléphone, et donc vous disparaissez, vous n'existez plus. Oui, Bernard, je voulais quand même rectifier certains propos de ce que tu viens de dire, Jean-Claude. Quand tu dis on pourrait faire un fichier pour savoir si vous voulez un crédit. Je vous rassure tout de suite, le fichier sur le crédit, vous remplissez des feuilles, vous devez déclarer si vous avez un cancer, si vous ne le faites pas, si vous avez un problème, vous n'êtes pas remboursé. Ça, c'est la première chose qu'il faut quand même bien savoir. Donc, le secret de Polichinelle en France, on vous dit il n'y a pas de fichier. On est tous fichés. Puis très bien fichés. Il n'y a que nous qui croyons qu'on n'est pas fichés. Avec les cartes de crédit, avec tout ce que vous voudrez. Alors si vraiment on ne veut plus être fiché rien, surtout plus de cartes de crédit, plus de compte bancaire, plus rien, vous faites comme dans le temps, tout sous le matelas. Je ne pense pas que c'est la solution de demain. Pour revenir sur l'informatique, monsieur, et vous avez tout à fait raison aussi sur le télétravail. J'ai fait dernièrement 3h30, je suis un vieux monsieur, croyez-moi qu'à un moment je décroche. C'est l'enfer.
Déjà parce que ça ne fonctionne pas toujours très bien. Alors peut-être que je ne suis pas doué, mais j'ai certains collègues qui étaient sur la même longueur d'onde. D'un ça coupait, ça revenait. Et puis la sécurité, c'est un vrai souci et qui inquiète vraiment tout le monde. Bruno, on peut peut-être revenir sur aujourd'hui comment redéfinir le présentiel en entreprise. On l'a vu avec le télétravail, on exporte un peu de l'entreprise au domicile, chez les gens. Est-ce que demain, on va importer un petit peu de la maison, quand vous parliez tout à l'heure des espaces de travail, est-ce qu'on va importer un petit peu de la maison dans l'entreprise pour donner un côté ludique, un côté justement engagement peut-être plus spontané, plus participatif, plus collectif aussi, pour reprendre cette idée de Jean-Claude tout à l'heure, qu'il faut entretenir l'intelligence collective absolument? Oui, moi, encore une fois, hein, c'est vraiment ce que je crois et ce que je plaide. C'est-à-dire que j'ai peut-être un point de vue un peu plus prudent que Jean-Claude dans l'expression du risque. Jean-Claude est vraiment dans son rôle quand il pointe le risque devant vous du télétravail. Moi, je le pointe, mais en même temps, je dis, sachons aussi reconnaître les opportunités, les grands débats publics. Il y a ces centaines de milliers de travailleurs qui traversent l'Île-de-France dans les deux sens. Et 2 heures de transport, c'est quand même pas la panacée. Donc, on ne peut pas dire tout ce qu'on se dit et en même temps ne pas reconnaître que cette aspiration des salariés au développement du télétravail est une réalité avec laquelle il faut construire. Mais pas construire le tout télétravail, et c'est là que je rejoins Jean-Claude, mais construire une nouvelle relation, une nouvelle organisation de travail équilibrée. Alors, derrière, pour réussir, parce qu'on a pointé les risques depuis le début de notre échange, je crois que c'est important de le dire aussi, c'est comment réussir cette transformation. Il y a aussi des vrais enjeux. Alors, il y en a un premier que je pointe, et je veux le faire devant vous, parce que ce serait trop facile pour moi d'en parler, comme je suis souvent interrogé, sans le parce que ça suscite de la part des représentants des salariés des vraies réticences, et ils ont raison, toujours cette logique d'opportunité et de risque. On voit bien que l'idée qui est derrière le télétravail, pour qu'il soit gagnant pour un salarié, c'est qu'en contrepartie du fait que le management traditionnel, c'était tu viens au bureau, tu donnes ton temps de travail pendant une période déterminée, et à l'issue de celle-ci, la relation s'interrompt et c'est la vie privée qui démarre. C'était avant le micro-informatique, mais globalement, c'était quand même ça la relation de base. On voit bien qu'avec le télétravail, c'est une nouvelle relation qui s'établit, qui consiste sans doute à renoncer à contrôler à travers la présence sur un lieu déterminé pendant une période déterminée du salarié. La relation de pilotage entre l'entreprise, le manager et le salarié, elle s'établit plutôt par, en tout cas c'est la règle, ça devrait être ça, tu réalises une prestation avec une plus grande autonomie. Je regarde moins la manière dont tu t'organises, parce que par définition tu n'es plus sur le lieu de travail pour rendre cette prestation. Et donc le salarié, j'allais dire, est censé effectivement avoir une plus grande autonomie sur la manière dont il s'organise pour réaliser ça. Et on voit bien qu'on passe d'un pilotage à travers la présence pendant une période, le temps de travail, à un pilotage à travers la prestation, le delivery, comme on dit en français. Et quand je dis ça en général, à juste titre, les représentants des salariés disent « mais attendez, c'est terrible, parce que la relation entre un individu chez lui et l'entreprise, elle n'est pas équilibrée. Comment est-ce que nous, dans notre rôle, on peut suivre ?» Et c'est pour ça que je dis tout de suite que le développement du télétravail et les nouvelles formes de management que ça va conduire doivent s'accompagner, et en général je suis moins populaire du côté du MEDEF quand je pousse cette logique-là, mais je l'assume, même en tant que dirigeant au conseil d'entreprise, ça doit s'accompagner d'un vrai dialogue sur la charge de travail, sur le suivi de cette charge de travail. Pour moi, un bon accord télétravail, c'est un accord qui reconnaît de la flexibilité, qui reconnaît des marges de manœuvre à l'intérieur évidemment d'une relation qui reste mensualisée et tout ce qu'on veut, mais en contrepartie qui s'accompagne d'un suivi de la charge de travail. Parce que c'est vrai que la surcharge de travail, on l'a bien observé. Quand on regarde, moi j'ai vu les statistiques comme vous tous, hein, le risque de surcharge de travail, on est passé, avant le confinement, il était pointé, j'allais dire, dans 40% des situations, on est passé à 60%. Donc on voit bien qu'il y a un risque qui est assez évident en la matière. Et moi je dis oui, le développement du télétravail dans une organisation repensée, accompagnement des managers, mais aussi suivi de la charge de travail, parce que c'est à cette condition-là qu'on aura une plus grande autonomie dans l'organisation de son travail, et c'est une vraie liberté, moins de temps de transport, sous réserve d'un suivi de la charge de travail à distance. Très bien. Bernard, là, oui, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, parce que vous avez des gens du MEDEF dans la salle, mais ils ne diront rien. Mais moi, comme j'ai l'habitude, en cadre responsable, pour moi, un cadre, il est responsable aussi bien de maîtriser le patronat que le salarié. Et comme l'a dit monsieur tout à l'heure, je ne sais plus, un intervenant, qu'il fallait être extrêmement prudent sur le télétravail. Dans certaines professions, le télétravail pouvait le faire, mais il faut qu'il soit bien contrôlé, dans l'intérêt du salarié et de l'employeur. Parce que c'est trop facile de dire le salarié. Non, non. Le salarié a besoin de l'employeur et l'employeur a besoin du salarié. Alors, sur la question du télétravail, très rapidement, je suis d'accord avec ce que dit Bruno, à savoir que
on va vers l'analyse de l'individu en fonction de ce qu'il va délivrer. On va vers ce qu'on peut, si on n'y prend pas garde, retourner à ce qu'il y avait il y a un siècle. Un siècle, qu'est-ce que c'était? C'était ce qu'on appelle la tâcheronisation. Moi, par exemple, je donne l'exemple que j'ai connu quand j'étais môme. Je suis d'origine sicilienne. Mon grand-père, qui a quitté la Sicile pour s'installer dans les Vosges, avait donc une famille nombreuse. Et mes cousines, pour gagner leur vie, faisaient des chaises dans les Vosges. C'est-à-dire qu'il y avait un employeur qui venait, qui apportait du rotin, qui apportait du bois en début de semaine. Et mes cousines travaillaient. Et le vendredi, l'employeur venait, il récupérait les chaises qui étaient fabriquées par mes cousines. Et il ne payait que les chaises qui étaient bien faites. C'est-à-dire que les chaises qui étaient mal tissées au rotin ou celles qui étaient un peu bancales au niveau du bois, elles n'étaient pas payées. Et donc attention à ne pas revenir un siècle en arrière, à ne pas réduire l'individu à sa seule force de production, en fait, quelque part. Donc ça, c'est un premier risque, parce que sinon, on va détricoter toute la prévoyance. Derrière la mensualisation, vous avez tous les mécanismes de retraite et de prévoyance qui sont articulés. Donc ça, c'est un premier risque. Le deuxième risque, c'est la délocalisation. Qu'on soit en télétravail à Lyon ou à Tunis, c'est quasiment la même chose. Je n'ai pas le temps de développer, mais globalement, c'est un des risques qui commence à s'exercer, parce que l'effet d'apprentissage massif qui a eu lieu au mois de mars conduit un certain nombre d'acteurs dans les petites entreprises. C'était déjà le cas dans les grandes, que Coca-Cola, délocalise son activité en Pologne pour la comptabilité, on le sait, mais que les petites boîtes, les PMI ou les PME délocalisent leur activité dans des centres de coûts en jouant sur l'écart de salaire, ça c'est beaucoup plus grave. Vous voyez, ça c'est le deuxième risque. Donc attention. Enfin, troisième chose, si on pense télétravail, et moi je ne suis pas contre le télétravail, je suis pour le généraliser au maximum, mais de le réduire à 2 jours par semaine, de le caper. Et quand on fait ça, il faut organiser le présentiel de telle manière à ce que quand les gens soient présents, on puisse faire en sorte qu'ils puissent échanger. Or, ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Vous avez des zombies qui passent, vous regardez la Défense, vous avez des gens qui sont en télétravail. Bon, j'ai regardé par exemple la tour AXA, il n'y a personne depuis quasiment le mois de mars, tout le monde est en télétravail. À terme, c'est une catastrophe parce que, encore une fois, on va perdre en création, on va perdre en intelligence, on va perdre en communication et au final, tout le monde sera perdant. Et donc, il faut réfléchir à ce que moi j'appelle de mes voeux, à une nouvelle hybridation entre la vie privée et la vie professionnelle, ce qui suppose d'impliquer des acteurs comme vous pour éviter les dérives. Et peut-être aussi la mise en place de certains indicateurs, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure Bruno. Peut-être donc qu'il y aurait cet intérêt de mettre en place des nouveaux indicateurs pour aujourd'hui statuer sur un temps de travail, sur un... Pour vous répondre là-dessus, vous savez, il y a des professions entières qui sont en train de basculer vers cette tachonnerisation. J'étais il n'y a pas très longtemps avec les journalistes. Aujourd'hui, un journaliste sur 2 est pigiste et est jugé essentiellement à l'extérieur de l'entreprise sur sa fabrication d'articles. Et donc, il ne participe plus aux conférences de rédaction, il ne participe plus à la réflexion collective, etc., etc. On est dans l'économie de la connaissance. Tous les cabinets conseils qui sont ici, j'en connais dans la salle, peuvent très bien aller vers cela demain. Attention, ce n'est pas un risque anodin. De fait de couper l'individu et de le réduire qu'à sa capacité productive, ça l'isole et ça peut l'enfermer dans un départ de l'entreprise dans les années qui viennent. C'est tout. Bien sûr, mais en gardant bien sûr cette idée de revenir et d'alimenter un présentiel nourrissant à chaque fois qu'il revient dans l'entreprise. Oui, moi je rebondis sur l'exemple du journaliste. Ça fait à peu près 10 ans qu'un rédac-chef, il réunit ses journalistes, salariés, et il ne contrôle pas à travers le temps de travail le fait qu'il dit tu fais tel reportage, tu me fais tel élément, etc., qui donne une certaine flexibilité. Donc il faut... Encore une fois, Jean-Claude est dans son rôle, il pointe, et moi je suis dans mon rôle quand je dis attention, les risques de Jean-Claude sont réels, il ne faut pas tomber dans... Mais à l'inverse, il faut savoir saisir un certain nombre d'opportunités. Et c'est vrai que les journalistes vivent plutôt bien aujourd'hui, ceux qui ont effectivement son salarié, cette opportunité qui lui est donnée d'avoir une certaine autonomie dans l'organisation de son travail. Mais attention, il faut effectivement qu'on ne cumule pas les obligations, j'allais dire, d'organisation à l'ancienne. Mais pour pouvoir faire ça, il y a 2 enjeux, je le redis. C'est un débat équilibré sur la charge de travail. Voilà, je ne le dirai plus, mais je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui dans beaucoup d'accords, y compris avec des outils d'alerte. On a des dispositifs qui permettent d'identifier les situations d'excès de charge de travail.
Et puis aussi, on a la situation inverse. Même s'il ne faut pas être démagogique, on voit bien que les collaborateurs qui étaient désengagés avant la crise Covid, le télétravail, et là je rejoins ce qui a été dit, fournit une opportunité de se désengager encore plus. Donc ne soyons pas dans la naïveté non plus. Et les cadres et les managers sont au milieu de ce débat-là. Donc moi je suis de ceux qui pensent qu'effectivement, suivi de la charge de travail, des indicateurs, encore une fois je passe mon temps à me bagarrer sur les excès du reporting, mais il faut quand même des indicateurs qui permettent de suivre cet enjeu de la charge de travail, ça je le maintiens. Et puis troisième élément, une approche par activité. Encore une fois, c'est là que je me différencie de Jean-Claude. Moi, je ne proclame pas les 2 jours de télétravail en France. Il y a des situations de gens qui ont besoin vraiment de se concentrer pour produire des notes, pour produire des développements informatiques sur lesquels on peut aller plus loin que 2 jours. Par contre, ce que je dis, c'est présence systématique et régulière sur un lieu commun, qui n'est pas forcément d'ailleurs l'ancien bureau, qui peut être, vous l'avez dit au passage, mais c'est une phrase importante, hein, les tiers-lieux plus proches des domiciles pour répondre à la question de l'environnement. Donc voilà, présence systématique pour que le collectif garde une place importante. Parce qu'un responsable de la CGC avec qui j'ai échangé la semaine dernière me disait, il avait fondamentalement raison, et je reprends son propos en disant très clairement qu'il n'est pas de moi, avec le télétravail, on peut à la rigueur maintenir la productivité individuelle, mais on va assister à un écroulement de la productivité collective. Et celle-là, on ne la mesure jamais à un instant T, elle se mesure dans le temps. Et c'est pour ça que l'idée n'est pas le tout télétravail à la place du présentiel. L'idée, c'est de construire cette nouvelle organisation du travail avec des temps présentiels et des temps collectifs sur des lieux communs, des lieux présentiels. Très bien. Anne-Sophie, vous vouliez rebondir sur ce qu'on évoque Oui, là. alors moi je vais intervenir en tant qu'observateur et sur notre expérience du télétravail. Bien sûr. Bon, alors je me rends compte en vous écoutant que nous on fait tout mal. C'est-à-dire que nous on a c'est mis déjà en place un accord de télétravail avec 3 jours de télétravail par semaine en entreprise. On a bien spécifié dans notre accord que le télétravail ne pouvait avoir lieu qu'au domicile des salariés et qu'il ne pouvait absolument pas l'exercer dans un autre lieu que son domicile, donc coworking, etc., interdit. Donc là aussi, on fait mal. Et dans notre façon de manager, eh bien, pour laisser nos collaborateurs libres et pour leur laisser des espaces de respiration et pour les laisser s'organiser, eh bien, on a la politique de la chaise finie. Alors voilà, donc je comprends qu'on a tout faux, mais alors comment doit-on faire? Voilà, moi c'est pas plus forcément une question. C'est pas forcément avoir tout faux. Ce qui émerge quand même de ce que vous dites, c'est qu'il y a une variété de situations qui est quand même phénoménale aujourd'hui. Il y a des secteurs entiers qui vont faire 6 mois de télétravail, ils vont s'en porter très bien parce que on ne parle pas des salariés pour qui ça marche bien le télétravail. Ils sont contents d'être plus en famille, d'avoir plus de liberté. Je pense à des collaborateurs que j'ai avec des jeunes enfants, ils sont contents. Donc, il y a à la fois une partie qui fonctionne bien et puis il y a une grande variété de situations différentes. Oui. David, qu'est-ce qu'on peut répondre à et juste, alors juste oui. Une dernière observation. Moi, je ne sais pas quelle est votre expérience à tous, mais je trouve qu'on ne manage pas de la même façon un collaborateur en télétravail qui est jeune diplômé, qui a une petite trentaine d'années, qui est seul chez lui et qui n'a qu'une envie, c'est de retrouver une vie sociale et de revenir sur son lieu de travail, et une personne qui a une famille, qui est pas loin de la retraite, qui a mal au dos et qui trouve la situation de télétravail très confortable. C'est clair, donc il y a des disparités également individuelles. David, peut-être un mot là-dessus sur cette nouvelle organisation. Déjà, vous faites peut-être mal, mais vous faites. Déjà. Et c'est déjà bien. De dialoguer, de réfléchir, et après on peut faire des erreurs, mais l'avantage des erreurs, c'est qu'on peut les rectifier. Donc je pense qu'il faut se réjouir de ça. On s'est beaucoup posé la question sur l'histoire du coworking. On s'est dit non. Mais à la limite, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de vous être posé la question, d'avoir pris une décision, puis après vous pourrez décider d'en changer. C'est quand même l'avantage de... Et peut-être juste pour rebondir, pourquoi vous avez dit non? Je ne sais pas, dans les raisons, est-ce que c'était une question de sécurité, de se disperser? C'était quoi le problème? Je ne sais pas, parce que moi j'étais pour le coworking, j'étais assez minoritaire. Ouais. Non, il y avait une peur de divulgation d'informations, en fait, que les sécurité, bien sûr. Voilà, bien sûr, la sécurité de l'information.
Il faut qu'on se pose la question du sens. C'est-à-dire, si mon travail consiste effectivement à faire des tâches répétitives et qui sont les mêmes tâches pendant la journée parce que je suis face à un travail qui est très découpé, comme l'expliquait tout à l'heure Jean-Claude, de manière quotidienne. Moi, j'ai un ami qui travaille dans une banque et qui s'occupe de la position de trésorerie de cette banque, qu'il soit à Paris, à Tombouctou, à Malakoff ou au siège de la banque, il n'y a aucun problème. Il pourra faire son travail et il sera dans le même écosystème. Donc, la vraie question, c'est la quête de sens. Qu'est-ce qu'on demande à la personne de faire ? Et si son boulot, c'est de renvoyer des flux de données 24 heures sur 24, de renvoyer des mails, etc., le vrai problème, c'est pas qu'il le fasse à la maison ou au travail. Le vrai problème, c'est son travail. Le vrai problème, c'est peut-être qu'il n'y a pas de sens à son travail. Et je pense que tout à l'heure, Bruno, vous disiez, on doit redécouper les tâches. On doit redécouper la façon dont on affecte les tâches et voir celles qui peuvent être faites en présentiel, en distanciel. Et d'avoir cette réflexion-là, je pense que c'est une réflexion qui est difficile à avoir, mais pour laquelle on a de vrais enjeux et d'intelligence collective et de quête de sens individuel. Avec dans ce redécoupage aussi peut-être des métiers qui s'avèrent tout d'un coup pas forcément inutiles, mais qu'on a peut-être un petit peu surestimés, où il y a des moments comme ça, on revoit un peu tous les jobs en profondeur. Je rebondis sur ce point, parce que si la période elle est aussi difficile et en même temps quelque part assez passionnante, c'est qu'on vit tous ces changements. Parlons un petit peu des process de robotisation et d'intelligence artificielle dans nos banques. Voyons bien dans les services comptables, je sors d'une mission pour la Fédération bancaire française sur l'évolution du métier de comptable et de contrôleur de gestion. Je suis désolé, repenser globalement le travail, y compris par rapport à l'évolution des tâches les moins qualifiées, pour retrouver des possibilités, des perspectives, construire des parcours, y compris intégrant la dimension, j'allais dire, à distance. Tout ça, c'est une refondation du travail à laquelle on assiste. Alors évidemment, moi je le redis en permanence, il y a ceux qui vont pointer les risques et ils sont dans leur rôle. Il y a ceux qui pousseront sur les opportunités, y compris avec des arrière-pensées parfois plus ou moins nobles, ou plus ou moins, voilà, je pense particulièrement au débat sur l'immobilier. Il y en a qui vous parlent de la défense, voilà, qui sont avant tout préoccupés de quitter les mètres carrés, puis il y en a d'autres qui disent non, on va essayer de repenser. Bon. Il y a les arrière-pensées des uns et des autres, il y a de la régulation, et c'est là que votre rôle est précieux dans ces périodes, mais à l'inverse, cette espèce de dynamique est à l'œuvre, ne la contestons pas, et en particulier, effectivement, il y a quand même cette idée que moi je crois positive, c'est de croiser ces transformations du numérique, dont le télétravail n'est qu'un des éléments sur lesquels la crise nous a polarisés, mais il y a tous les process d'automatisation, de transformation, d'intelligence artificielle, pour repositionner encore une fois les métiers, le travail. C'est un énorme challenge qui ne peut pas se décliner à travers une règle unique, les 3 jours ou les 2 jours, moi je vous le dis tout de suite, mais à partir d'analyses par métier, par activité, avec toute l'exigence que ça conduit. Quand je dis 2 jours ou 3 jours, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut donner une règle prudentielle. C'est ça, le sujet, il est là. Le sujet, il n'est pas... peut-être qu'effectivement, certaines sociétés, j'en ai discuté avec des informaticiens, peuvent travailler un peu plus. La question, c'est de garder à l'idée qu'il nous faut une règle prudentielle pour organiser à la fois le temps de présence et le temps de travail à distance. Et en faisant ça, en se posant les bonnes questions de l'évaluation, de la charge de travail, du soutien à distance, qui est très, très compliqué aujourd'hui, en particulier, par exemple, pour les générations les plus avancées dans l'âge, qui n'ont pas forcément la maturité numérique pour faire le travail qu'on leur demande et qui, pour autant, sont essentiels pour les gens, pour leur employeur. Bon, il y a des tas de phénomènes qui peuvent entrer en jeu, y compris de disqualification par ces nouvelles technologies. Donc, il faut être prudent. Je rebondis, mais tout ce qui est productivité collective, on ne le trouve pas dans les bilans. On ne le trouve pas dans les comptes de résultats. Et pour autant, c'est essentiel. Le groupe est constitué, le groupe est maillé, les gens se parlent, les gens sont dans un collectif fort. Et quand vous avez un collectif fort, eh bien, vous surmontez les difficultés. Je terminerai en disant, c'est exactement comme dans un, je dirais, peloton cycliste. Vous êtes dans un peloton cycliste. Vous êtes une trentaine, une quarantaine de coureurs cyclistes. Vous avez des cols. Eh bien, les cols, c'est dur. Mais quand vous êtes à plusieurs à pédaler dans un col, eh bien, vous surmontez facilement le col. Si par contre, vous êtes décroché, que vous devez vous taper le col tout seul, eh bien, vous avez beaucoup plus de chances d'abandonner. Et donc, cette résilience organisationnelle, cette intelligence collective qui n'apparaît pas, dont on ne parle pas,
et qui est essentielle, il ne faut pas, je dirais, la jeter trop rapidement. Et c'est pour ça qu'il faut avoir des mesures prudentielles. Très bien. Bernard, une réaction? Oui, bien sûr, parce que j'ai envie de contrarier Jean-Claude ce soir. C'est Sur le pas télétravail, moi, ça me fait toujours... Enfin, ça me fait peur. Pourquoi ça me fait peur? Parce qu'on perd le contrôle. Et tu l'as dit, tu viens de dire une chose fabuleuse, il fallait être en groupe pour se motiver, pour pouvoir progresser. Oui. Et moi, c'est ce que je pense sincèrement. Si moi, je suis tout seul dans mon coin, ça ne va pas se faire. Moi, j'aime le contact, j'aime travailler ensemble. Bon, vous allez me dire, je n'aurais pas choisi le métier d'hôtelier international, mais le télétravail dans l'hôtellerie internationale, ça va quand même être compliqué, messieurs. Hein, oui. Parce que là, on représente un PIB en France énorme. Aujourd'hui, ce qui me fait peur pour revenir, on ne va pas parler de l'hôtellerie, c'est un métier catastrophique, et le chômage de demain, alors là, me fait vraiment peur, parce qu'il n'y a pas que les gros hôtels, toute l'hôtellerie française, il y a toutes les petites PME et PMI qui travaillent pour l'hôtellerie. Beaucoup de gens ne savent pas qu'un hôtel fait travailler, mais combien de métiers à côté? Et ça, c'est une chose qui me fait peur depuis des mois, et j'en discute, et là, il n'y a pas de solution. Enfin, moi, j'en vois pas. Si quelqu'un en a une, on la prend tout de suite. Dans le télétravail, pour revenir sur le sujet, dernièrement, j'étais avec quelqu'un d'une très grosse compagnie, donc je vous demanderai de l'oublier quand je l'aurai dit, c'est Capgemini. Leur souci, tout de suite, ils sont en train de dire, ils ont fait une fusion avec une société, on va réduire les bureaux. Et vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, il va y avoir peut-être une crise parce que ce soit la Défense et tout le monde, les gros groupes, qu'est-ce qu'ils font? Comment je peux réduire mes frais? Comment je peux réduire? Oh, mais le télétravail, c'est une super affaire. Je vais mettre 3 jours ou 4 jours par télétravail, je vais réduire mes bureaux, je vais gagner des millions dans l'immobilier. Donc on risque d'avoir un autre problème sur l'immobilier. Et même vis-à-vis des salariés, télétravail, et tu as raison Jean-Claude, il doit se faire en concertation. Mais j'avoue que ce n'est pas facile à mettre sur place. À droite, j'ai 3 jours, toi tu dis 2 jours. Moi, je ne dis rien. Je vous laisse continuer. D'accord. David, une réaction? Alors, une réaction. Prolongement. En tout cas, il faut quand même qu'on propose des solutions. Oui. Donc, sur le sujet de la sécurité, je pense quand même qu'il y a un sujet qui est important, c'est de ne pas laisser le sujet de l'informatique aux informaticiens. Donc c'est préoccupez-vous des outils que vous mettez à disposition de vos salariés. Dites-vous que le problème de la sécurité, c'est plus du tout un problème technique, mais c'est qu'un problème d'être humain. Hein. C'est-à-dire que, je ne sais plus quel est le chiffre, mais c'est absolument dingue. En France, les demandes d'indemnisation sur les problèmes de sécurité, à plus de 70% sont générées par des erreurs humaines. Enfin, je veux dire, c'est le mail ouvert alors qu'il ne fallait pas, c'est le logiciel espion mis sur votre PC quand vous êtes à la maison et quand vous arrivez dans l'entreprise, et ben le logiciel se déclenche. Donc c'est parlez-en, éduquez et préoccupez-vous de ce sujet sans tomber dans une psychose, mais au moins de vérifier que vous avez par exemple une charte informatique à jour. La charte informatique, vous savez, c'est le truc qu'on valide le premier jour de son contrat, on n'entend plus jamais parler après. Mettez à jour cette charte informatique, voilà un bel objet de dialogue pour expliquer les dangers d'un ordinateur chez soi, d'un travail fait à la maison avec des outils du monde professionnel. Donc voilà, la charte informatique, retenez, elle n'est pas si ringarde que ça, et on peut la mettre à jour, notamment au regard des pratiques qu'on a au regard de cette année 2020. On a prévu un petit espace questions. Oui? Vous évoquiez tout à l'heure les indicateurs. Oui. Mettre des indicateurs en place, de nouveaux indicateurs. Quels sont ceux que vous proposez ou qui ont déjà été mis en place pour pouvoir suivre aussi bien la charge de travail que la charge de non-travail? Merci. Merci à vous pour cette question. Qui veut répondre alors peut-être sur ces nouveaux indicateurs de travail, Bruno? Oui, d'abord, c'est pas facile, et puis encore une fois, c'est très variable selon les activités, mais ce qui est important pour moi, par exemple, dans le rapport auquel tu faisais allusion, j'ai porté le droit à la déconnexion. Oui. Et la loi El Khomri, là, juste après, transformé. Quand je dis j'ai tort, c'est encore une fois le fruit d'un rapport des partenaires sociaux, et tous avaient envie de travailler sur le droit à la connexion. Pourquoi je dis ça? Parce que, par exemple, le niveau de connexion, le taux de connexion est un indicateur parmi d'autres qui peut effectivement permettre d'identifier une situation de travail déséquilibrée. Il y a un autre élément auquel je crois beaucoup, moi, c'est qu'on voit des outils de grande qualité qui permettent aux collaborateurs d'exprimer, et non pas une fois par an dans un baromètre, avec les questions sur lesquelles, voilà, ça a été utile, cette évolution-là autour des baromètres de sociaux, surtout quand ils étaient négociés et concertés avec les partenaires sociaux, comme celui qu'on a pu faire dans l'entreprise d'où je viens. Mais
au-delà de ça, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une capacité effectivement des salariés à travers des nouveaux outils, des applicatifs, d'exprimer très régulièrement, avec des garanties d'anonymat, leur ressenti par rapport à leur situation de travail, à leur charge de travail. Je ne vais pas citer de nom, mais c'est des produits qui sont d'assez grande qualité, qui sont négociés, vérifiés par les téléviseurs sociaux, qui sont RGPD compatibles et qui permettent quand même de suivre très régulièrement la situation et la perception, j'allais dire, de la charge de travail. Et puis, dans l'autre sens, il faut aussi le dire, parce que c'est la réalité de notre débat. C'est vrai qu'il y a une entreprise que je ne citerai pas, mais qui a dû suspendre la paye pour que des centaines de collaborateurs qui avaient disparu, c'est une très grande entreprise, hein, dans la dynamique du travail à domicile, se remanifestent. Donc, je dis ça parce que, évidemment, il faut remettre des indicateurs. En général, je passe mon temps à me battre sur l'excès d'indicateurs de reporting, sur cette contrôle venue de l'autre Atlantique, mais là, pour le coup, sur un sujet aussi important pour le fonctionnement de l'entreprise, sa productivité, mais aussi pour le suivi de l'équilibre, je pense qu'il nous faut travailler collectivement à effectivement un certain nombre d'indicateurs nouveaux qui permettent d'appréhender et de suivre la charge de travail. Différence entre indicateurs et reporting? Il y a d'un côté l'excès de reporting, de contrôle, et on voit bien ce que ça peut avoir de contradictoire et la part de temps de travail que ça prend chez les cadres. Bien sûr. Le fait de remplir ces tableaux, etc. Je vois bien tous les cadres qui disent pas de télétravail sous Excel, pas de suivi des télétravailleurs, etc. Alors que des solutions existent qui permettent dans des systèmes très conviviaux. Voilà. Donc il faut qu'on gère à la fois moins de reporting, moins de contrôle, moins de cette culture venue d'outre-Atlantique, il faut bien le dire, du reporting, de la commande et de contrôle. Mais à l'inverse, quand on vit une mutation aussi importante, la responsabilité consiste à suivre des indicateurs permettant notamment sur la charge de travail de voir un petit peu ce qui se passe, y compris en situation de télétravail. David, vous vouliez rajouter quelque chose tout à l'heure sur... Oui, ce que disait Bruno. Question d'indicateur, effectivement, Oui. on a beaucoup de données et donc plutôt que de demander aux gens de remplir des tableaux pour savoir ce qu'ils ont fait, on peut aussi réfléchir à analyser de manière macroscopique le patrimoine de données des organisations. Si on se rend compte par exemple que une entité ou une équipe, on a des pics de gestion de mail le samedi ou le dimanche, ça doit nous poser des questions sur la façon dont on demande à l'équipe de travailler ou dans la façon dont elle s'est organisée. On n'est pas dans le suivi individuel, on est dans l'intelligence collective, dans l'analyse de ces données. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire sur le sujet des indicateurs. Mais je partage l'idée de la difficulté, notamment de poser des règles entre le professionnel et le personnel. Il y a un élément quand même, hein, le nouvel ordinateur, il est là, c'est ça qu'on utilise plus que notre ordinateur. Et la plupart d'entre nous avons un seul téléphone dans lequel on gère et une vie professionnelle numérique et une vie personnelle numérique. Et ça nous donne... peut-être un peu d'inquiétude sur notre schizophrénie numérique et notre capacité à gérer ces deux environnements. C'est un sujet que je pense est un sujet d'avenir. Merci de venir et de participer. Votre question? Oui. Alors, vous avez abordé le sujet du télétravail avec les répercussions sur l'individu. Il peut y avoir des risques psychosociaux, les conditions de travail, etc. Sur l'entreprise, à travers la différence... comme vous l'avez souligné, sur la qualité de l'intelligence collective ou en présentiel ou à distance. Je m'étonnais en fait de ne pas vous avoir vu aborder le sujet et la répercussion du télétravail sur l'économie. On vit une mutation du travail, c'est vrai. Je ne crois pas qu'en légiférant sur le nombre de jours de télétravail, on va répondre à cette mutation. À l'inverse, je ne crois pas en sens inverse, que le laisser faire sans aucun cadre du règle du jeu va être la solution. Quand j'ai écrit sur le droit à la déconnexion dans le rapport, j'ai dit, surtout, Madame la Ministre, posez dans la loi le droit à la déconnexion, parce que sinon, soyons clairs, le rythme auquel les entreprises iront n'est pas satisfaisant, mais renvoyez dans la loi, et je l'assume encore aujourd'hui, on ne va pas virer le même droit de déconnexion dans la même situation quand on est une entreprise internationale qui fonctionne sur l'Asie et en lien avec l'Asie et l'Amérique, c'est-à-dire en gros avec tous les décalages horaires associés, que quand on est une entreprise de taille intermédiaire ou une petite entreprise. Donc la réalité de ce type d'évolution aussi lourde, de transformation aussi forte du monde du travail, c'est qu'un cadre collectif, et moi je me réjouis qu'on progresse, y compris pour définir un niveau interpro dont on n'avait plus l'habitude, les éléments de ce cadre collectif, je ne me prononce pas, est-ce qu'il faut un accord? En tout cas, je me réjouis qu'on en reparle au niveau interprofessionnel, parce que c'est vraiment un sujet. Mais à l'inverse, je suis de ceux qui pensent que c'est au niveau des branches et des entreprises qu'on doit construire la réponse précise qu'appelle le développement du télétravail, qu'appelle, etc. Et je suis d'accord pour dire que cette mutation,
elle a des conséquences négatives sans doute. Mais dernier élément, puis je m'arrête parce que je suis trop bavard, mais on parle de l'impact foncier. Oui, mais toutes ces banlieues qui vont peut-être trouver demain des espaces de vie parce qu'elles se vidaient la journée, etc., est-ce qu'elles ne vont pas récupérer une partie de ce que les grands centres vont perdre du côté de la Défense? La réalité, c'est qu'il y avait un urbanisme et une modalité de développement de la ville qui a fait perdre de sens commun, où on concentrait des bureaux dans des endroits, les habitations de l'autre. Moi, j'accompagne, je ne peux pas donner leur nom, mais des grandes structures de la distribution qui, dans la réforme de leurs implantations, réfléchissent pour recréer autour des commerces redimensionnés à taille humaine des villes demain avec de l'équipement collectif, parce qu'ils ont compris que l'avenir du commerce est dans la reconstitution de centres, de nouveaux centres urbains, beaucoup moins grands, beaucoup moins concentrés que ceux qu'on a créés. Donc voilà, c'est cette mutation-là. Et ça, ce n'est pas la loi qui va nous aider à définir les équilibres, c'est pas vrai. On vit quand même une période qui est un peu particulière. Là, on est quand même dans le rush de quelque chose. La question, c'est quel enseignement on va en sortir. Je prends un exemple sur l'éducation. Tous les enseignants de France, du jour au lendemain, sont devenus, avec leur matériel personnel, des experts de la classe à distance. C'est extraordinaire ce qui a été fait par les enseignants en 2 semaines. Et moi, je suis marié à une enseignante et une professeure des écoles et je vois ce qu'elle a fait. Je suis subjugué de tout ce qui a été mis en place. Bon. Oui, j'étais déjà subjugué. C'est vrai que je n'étais pas tout à fait impartial, je dois dire. Mais là, quand même, encore plus. Bon. Cette rentrée commence. Oui. Les enfants ont repris le chemin de l'école. Est-ce que vous entendez encore parler de classe à distance? Est-ce qu'on a pensé hybridation? Est-ce qu'on s'est dit qu'il y avait peut-être des temps de travail, on pouvait réfléchir autrement? Ben non. Et ça, c'est peut-être un peu dommage. Qu'est-ce qu'on va retenir de ce qu'on a vécu pendant ces 6 mois? Là, on est là pour en discuter. C'est une très, très bonne nouvelle. Je pense qu'il y a plein de secteurs d'activité où les DRH, où les cadres dirigeants, où les salariés n'ont pas la capacité de se projeter parce que la situation économique est très tendue, c'est vrai. Et je m'interroge sur quelles sont les bonnes pratiques qu'on devra conserver dans les années à venir pour modifier le logiciel du travail de l'entreprise. J'ai 2 questions. La première s'adresse à madame. Vous aviez parlé de la portabilité. Je regarde cette équation-là. Je ne sais pas quelle est la stratégie que vous avez élaborée pour pouvoir vous en sortir. Et la deuxième question s'adresse à monsieur David Bessot. Vous avez parlé du RGPD et du télétravail. En ce qui concerne donc ces entreprises-là qui ont tendance à confier leurs données à des petites sociétés californiennes ou américaines, est-ce qu'elles respectent tout le transfert hors Union européenne? Parce que c'est un chapitre aussi au niveau du RGPD. Voilà mes 2 questions. On démarre peut-être, Anne-Sophie, avec vous. Donc, alors, sur effectivement l'avenir de la mutualité et comment nous allons nous en sortir, nous avons une réglementation très précise en matière de marge de solvabilité et cette réglementation nous oblige tous les ans à faire un exercice qui s'appelle l'ORSA, sur lequel on doit imaginer des scénarios de crise. Crise immobilière, crise financière. Cette année, je vous laisse trouver le scénario de crise. Il était tout trouvé, c'est le Covid. Et nous devons apposer ce scénario de crise sur nos résultats et sur nos fonds propres. Et on fait une projection sur 5 ans et on voit si cette crise va entraîner une diminution de nos fonds propres qui va être qu'elle va mettre en position difficile l'entreprise et si elle va la conduire à la faillite en fait. Donc grâce à cet exercice que nous avons tous mené, notre régulateur nous a demandé de le mener, eh bien si on se rend compte sur notre scénario ORSA qu'effectivement on n'a pas assez de fonds propres, on n'a pas un matelas assez important pour absorber cette crise, absorber effectivement toutes ces faillites d'entreprises, eh bien à ce moment-là, le régulateur nous demande de recapitaliser des fonds propres ou, si ce n'est pas le cas, de trouver des solutions, de fusionner avec d'autres organismes d'assurance pour effectivement être capable de faire face à cette crise. Et David, donc, sur ce deuxième volet, les données qui transitent hors Union européenne, puisqu'on voit bien, au niveau de l'Europe, on arrive à bien quand même tenir le RGPD. Par contre, quid des données dans un groupe international, par exemple, quand les données partent à Singapour, en Australie ou aux États-Unis? Comment ça se passe? Aujourd'hui, il y a 2 éléments à comprendre. Globalement, le RGPD, qui est une réflexion européenne sur la protection des données à caractère personnel du citoyen européen, fait école
à l'échelle mondiale. On a un RGPD californien, on a d'autres RGPD dans certains États, on a des RGPD qui arrivent en Asie, oui, même en Asie, pas en Chine, mais en Asie. Et donc il y a des dispositifs qui sont en train d'évoluer. Donc il y a une acculturation en général sur les règles qu'on peut poser sur la gestion de cette donnée à caractère personnel. Donc voilà. Par contre, le RGPD européen et le RGPD californien, pour faire court, n'ont pas tout à fait les mêmes principes. Et du coup, à votre question qui est, est-ce que Zoom ou Microsoft respectent le RGPD ? En Europe, ils le font, mais quand les données sont en dehors de l'Europe, ils ne le font pas. Donc si par exemple, on a une instruction de l'État américain qui dit on a besoin d'accéder à des données qui transitent sur des serveurs européens gérés par, exemple, Microsoft France, alors que la demande est faite aux États-Unis, on peut s'interroger sur la capacité de Microsoft France de dire non à sa maison mère. Donc le sujet est très compliqué et là, il faudrait vraiment une réponse de juriste et qu'on vérifie le contexte dans lequel vous posez cette question. Mais la réponse, elle est non. Je suis un peu étonnée que la question du télétravail, de la crise sanitaire n'ait pas un instant été abordée d'un point de vue, est-ce que c'est pareil pour les femmes et les hommes ? Les constats que l'on fait, c'est que très souvent, le télétravail accentue les inégalités qui étaient présentes. Les femmes travaillent à peu près 2 heures de plus aux tâches ménagères par jour que les hommes. Ce n'est pas le télétravail qui a changé ça. Nous, on a fait une grosse étude où on a eu 2600 personnes qui nous ont répondu en avril dernier. Et je peux vous assurer que globalement, les femmes étaient plus, puisqu'il y avait 25% des gens qui étaient exposés vraiment à un épuisement professionnel, les femmes étaient encore plus concernées par cette problématique de la fatigue chronique que les hommes. Pourquoi ? Parce que bien sûr, elles étaient plus occupées à s'occuper, y compris des enfants, pour les devoirs, etc., qui étaient souvent à la maison, que les conjoints. C'est comme ça, c'est effectivement un retard culturel que nous avons dans ce pays. Parce que la question, en fait, entre hommes et femmes, elle se pose aussi entre le conflit générationnel, elle se pose sur l'éducation autour des outils numériques. Je veux dire, un salarié qui a été éduqué dans son enfance sur l'utilisation de ces outils ou durant sa carrière professionnelle, et une personne qui ne l'a pas été, il y a aussi une énorme différence. Et du coup, ce que disait Bruno tout à l'heure, ou Jean-Claude, c'est qu'on accentue des inégalités avec le télétravail. C'est un peu vrai, c'est-à-dire que le numérique, il ne résout rien, en fait. Le numérique, il augmente. Oui. Donc s'il y a une inégalité, elle est toujours là. Et malheureusement, c'est contre cette inégalité qu'il faut lutter. Ce n'est pas en choisissant un bon outil qu'on va résoudre le système. Merci à tous les quatre pour votre éclairage. Et merci.